Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à nos hôpitaux. Je reçois Thomas Drouet. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental FO de la branche santé de l'Eure. En Normandie, la seconde vague est plus forte que la première, celle du printemps dernier. Comment est-ce que les hôpitaux de l'Eure s'en sortent-ils ? Alors effectivement, vous l'avez dit, la circulation du virus est bien plus importante qu'elle ne l'a été à la première vague. Elle a d'ailleurs très largement dépassé le pic de la première vague au printemps dernier. Comment le vivent les hôpitaux avec des agents épuisés, lésés, extrêmement fatigués. Au surplus, contrario à la première contamination, les agents ont malgré eux aussi contracté le Covid, la Covid-19, ce qui, de surcroît, inévitablement engendre également des arrêts de travail pour ces agents qu'on n'avait pas forcément dans le cadre de la première épidémie. C'est une problématique extrêmement importante. On est véritablement confronté cette fois-ci à une crise sanitaire sans nom. Donc cette crise sanitaire, elle entraîne aussi une crise du personnel. Quel est l'état d'esprit des soignants aujourd'hui ? Écoutez, à l'heure où normalement les soignants devraient être apaisés par les avantages du Ségur, ce qui avait fait l'occasion lors de notre précédente rencontre, ils s'en rendent pour la plupart d'entre eux même pas compte car ils ont le nez constamment, le guidon constamment au travail. Les règles RH ne sont plus malheureusement trop respectées. Les agents qui sont en congé, en repos, sont sursollicités, sont surdemandés pour venir travailler, pour tenter de pallier à l'effectif qui est un effectif tendu avant crise, mais qui l'est d'autant plus maintenant. Franchement, je peux vous garantir, et je salue les agents qui vont nous écouter, car au jour d'aujourd'hui, ils dégustent véritablement. Alors pourtant, le Ségur de la santé a permis d'abord une revalorisation salariale des soignants. Vous vous en félicitiez d'ailleurs à notre radio il y a quelques mois, mais vous regrettez quand même le manque de moyens que connaissaient les hôpitaux à l'époque. Olivier Véran avait pourtant annoncé qu'il allait recruter 15 000 personnes à l'hôpital dans les mois qui allaient suivre. Ils sont où ces 15 000 personnes aujourd'hui ? Alors, une grosse préoccupation où tout le monde s'interroge dans ce sens. Alors, non seulement l'effectif que vous venez de s'élever, mais aussi les conditions de travail. Je tiens à dire que pour le moment, le Ségur n'a apporté qu'une revalorisation pécuniaire, mais en termes des conditions de travail, pour le moment, strictement rien. Où en sommes-nous? Où l'État en est avec les 15 000 futurs postes à venir? Au jour d'aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Tous les établissements de l'Eure, y compris de la région, et je pense qu'on pourrait également l'étendre à la région, font par tous les moyens des politiques de recrutement. Je voyais sur les réseaux sociaux récemment qu'un établissement où je vais taire son nom, hors département, recruterait 30 infirmières. Au jour d'aujourd'hui, une seule a postulé. Y compris les ressources par intérim sont très épuisé, il n'y a plus de recours non plus à l'intérim, ce qui parfois est une tendance pour poursuivre la nécessité des services de soins. Or là, au moment où nous parlons, les missions d'intérimaires vont partout et on peut parler de catastrophe sanitaire. Donc c'est pas un manque d'offres, c'est un manque de demande d'emploi ? Il n'y a plus personne ne veut venir travailler en l'état actuel, qui sont forcément liés aussi en partie aux conditions de travail. Vous savez, avant crise, quand nous, syndicats, nous ne cessons de dire arrêtez de fermer des hôpitaux, arrêtez de fermer des services, car la charge de travail reste inchangée avec un nombre de personnel réduit. Les agents quittent petit à petit les établissements. C'est une indication assez révélatrice de sentiments de mal-être au travail. Et si je peux me permettre de donner quelques chiffres, depuis 2003, donc en seulement 17 ans, les gouvernements successifs, y compris celui-ci, ont fermé 67 000 lits sur l'échelle nationale. Et de surcroît, inévitablement, les agents qui vont avec. Alors comment expliquer les résultats de ce Ségur de la santé ? Pourquoi ils n'ont pas pris en compte, comme vous le dites, les moyens et les conditions de travail à l'hôpital ? Alors, il a fallu attendre que la crise sanitaire qui est dévoilée au grand public au jour d'aujourd'hui puisse démontrer vraiment aux citoyens et aux citoyennes les difficultés que nous dénoncions. Et c'est pas en claquant des doigts qu'ils vont pouvoir récupérer 10 ou 15 000 infirmières, 10 ou 20 000 aides-soignants. Ce n'est pas possible. Et vous savez, dans l'un des critères du Ségur, vous en avez fait référence tout à l'heure sur la création de 15 000 postes. Au jour d'aujourd'hui, ce sont déjà plus de 18 000 qui ne sont pas pourvus.
Et les agents parlent dans leur sphère privée, dans leur sphère individuelle. Et vous savez, quand on a des sentiments de mal-être au travail, la sensation de faire mal son travail, la surcharge de travail, car à contrario de diverses entreprises ou d'autres sphères ou d'autres structures, nous travaillons avec des patients ou des résidents. Donc les gens dans leur sphère privée parlent de cela à leurs amis et à leur famille, ce qui n'invite pas forcément les jeunes publics à vouloir faire ces formations. Et par ailleurs, pour approfondir mes propos, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, au bout de la première et de la seconde année, ce sont entre 30 et 40% des élèves qui arrêtent leur cursus. Pour celles et ceux qui voulaient par exemple devenir infirmiers, au bout d'un an et demi, elles arrêtent parce que l'idée qu'elles se font du métier, et lorsqu'elles le voient et lorsqu'elles le font par l'intermédiaire notamment de stages, font qu'ils arrêtent inévitablement cette voie et qui est pourtant un bon métier. Encore infirmier à tête soignante, c'est un excellent métier, mais ce n'est plus possible en l'état. Il faut absolument que les conditions de travail changent, et elles commenceront à changer lorsque le gouvernement aura saisi ces difficultés et lorsqu'on aura suffisamment de monde pour prodiguer du soin, pour prendre en charge les patients et les résidents. On a beaucoup parlé dans les médias de l'anticipation de cette deuxième vague. On parlait notamment principalement de l'augmentation des lits de réa, mais vous nous dites aujourd'hui que ce n'était pas du tout suffisant. Cette augmentation, les maux de l'hôpital sont bien plus profonds que ça. Tout à fait. Alors si on reprend le département de l'Eure, vous savez que seul Évreux dispose de capacités réanimatoires. Ils ont augmenté leur nombre de lits. On a 20 lits de réanimation pour le département de l'Eure. Alors quand je parle avec mes interlocuteurs, notamment de la direction ou de l'agence régionale de santé, on me dit oui, mais il ne faut pas parler par département, il faut parler par territoire. Peut-être. Il est vrai que quelqu'un qui habite à proximité d'un département voisin peut être transféré ou d'emblée aller dans l'établissement qui dispose d'un service de réanimation. Mais toutefois, et ça on ne peut pas le nier, 20 lits de réanimation pour un département entier, c'est très faible. Ça l'est déjà d'autant plus avant crise. Déjà avant crise, les patients qui ont un âge certain, avancé, polypathologique, on éprouve d'ores et déjà des difficultés pour pouvoir les mettre en réanimation. Au surplus de la crise sanitaire, au jour d'aujourd'hui, les 20 lits de réanimation que dispose Évreux sont pleins. Même si l'on parle donc de le département de l'Eure, qui est bien sûr un des départements, qui n'est pas l'un des départements les plus peuplés en France, pourquoi avoir tout centralisé ces lits de réanimation à Évreux? Pourquoi Tout simplement, et c'est ce que je faisais référence tout à l'heure avec la fermeture des services et les fermetures d'hôpitaux, tout simplement par souci d'économie. Pas plus tard qu'hier, je viens d'apprendre que malgré ce contexte de crise, on va continuer à fermer la maternité de Dinan, par exemple. Il y a 10 ou 15 ans, les plus petits CH du département disposaient de quelques lits de réanimation avec des anesthésistes. Alors on nous dit toujours il n'y a plus de médecins, mais il y a quand même, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des médecins qui peuvent s'occuper de 3 ou 4 lits de réanimation dans les structures. Alors pourquoi tout centrer, et ça c'est le but des GHT, des groupements hospitaliers de territoire, qui n'ont pour seul but la fusion d'établissements et de surcroît l'économie. Alors concernant le dossier de la maternité de Bernay, vous parlez de maternité, vous continuez à vous mobiliser sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a encore un espoir de réouverture ou c'est définitif? Alors on a toujours le tribunal administratif, où on est en attente de la décision du jugement. C'est le premier point. On échange toujours avec les interlocuteurs, pas plus tard que ce matin avec la nouvelle directrice générale qui vient d'arriver sur l'établissement. On discute toujours avec les ARS. Nous avons toujours autant l'agnac et à savoir les bons arguments, car à nouveau ce matin, je l'ai dit, quand on ferme une maternité, on met dans les maternités voisines à disposition du personnel, des locaux. Or, Bernay s'est vu fermé. Qu'a fait l'ARS pour la maternité les deux plus proches de Lisieux et d'Évreux? Toujours rien. Ça veut dire qu'ils ont une augmentation de la patientèle sur ces deux maternités respectives et respectables, sans aucun moyen supplémentaire, ce qui à terme ne sera pas sans poser problème, car si un des arguments vantés par les acteurs de la fermeture de la maternité était la sécurité, et bien ce problème de sécurité va se retrouver sur Lisieux et Évreux à un moment donné ou à un autre. Et tant à dire quand même que la maternité au niveau de la sécurité a toujours répondu de manière très efficace et voilà. Enfin... Il y a toujours de l'espoir donc.
Ah bah, nous, on n'en démord pas parce que nos arguments sont fiables, ils sont cohérents. Je vous dis, il est quand même bien plus insécure de fermer une maternité et de laisser les parturientes faire 30, 40 ou 50 km dans un état de grossesse, d'accouchement inopiné. Merci Thomas Drouet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de la branche FO Santé de l'Air. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.